notre système de santé aujourd'hui, quel diagnostic peut-on porter sur lui? Quelques éléments très préoccupants. Alors, attention à ne pas sombrer dans le pessimisme ambiant et à ne pas tenir compte de la situation conjoncturelle normale qui est celle qui doit amener à porter un jugement avec un peu de recul sur un système de protection sociale dans une période de crise économique et de récession. C'est-à-dire que très clairement, un système de protection sociale, il est là pour faire face aux difficultés économiques et essayer de les amortir. Donc il est normal qu'un système de protection sociale connaisse des difficultés particulières dans une période de crise. Par contre, on voit bien qu'au-delà de ces difficultés conjoncturelles, nous avons à faire face aujourd'hui à des difficultés structurelles qui trouvent des racines dans des mal un petit peu plus profonds que ces simples difficultés conjoncturelles. Il suffit pour regarder de se persuader de la réalité des difficultés quand on constate la gravité des phénomènes d'endettement, la gravité des phénomènes de déficit qui deviennent de plus en plus récurrents, qui s'aggravent et qui dépassent largement les seuls effets des difficultés liées à la faiblesse des recettes. Alors, je ne vais pas vous assaillir de chiffres, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, et le rapport de la Cour des comptes d'ailleurs sur l'assurance maladie qui a été rendu public il y a quelques jours, mérite d'être lu avec attention, y compris d'ailleurs sur les secteurs qui nous concernent. Et je pense notamment à un certain nombre de développements, notamment sur les soins de suite et de réadaptation, qui permettent de réfléchir sur ces sujets. Donc, je crois que c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Je ne vais pas insister dessus aujourd'hui, mais on pourra y revenir si vous avez des questions. Mais les aspects, effectivement, financiers, finalement, sous trois aspects. L'aspect de la pérennité de notre système de protection sociale, parce que c'est bien cette question qui est posée et qui est la principale, et derrière, évidemment, les sujets dont on parle souvent mais qui n'ont jamais été tranchés, la distinction entre les financements contributifs et les règles de solidarité, qui demeure un véritable sujet sur lequel il faudra s'attaquer, les questions de compétitivité qui se posent à travers les modes d'allocation de ressources et les modes de financement, sujets, et si je les évoque, ce n'est pas par hasard, qui sont ceux qui ont été au centre des débats évoqués hier par le Premier ministre quand il a installé le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale qui doit travailler sur ces sujets. Deuxième caractéristique du système français, ce sont les structures de remboursement. J'insiste là-dessus, ça me permettra de dire deux mots sur les enjeux des complémentaires et de la mutualité. On oublie toujours que derrière une relative stabilité des moyennes, à peu près 75% de remboursement des dépenses de santé par les régimes obligatoires, taux à peu près stable, malgré une légère décroissance ces dernières années, depuis à peu près 30 ans. Derrière cette apparente stabilité des moyennes, il y a une profonde modification de la structure des remboursements. C'est-à-dire que nous assistons à une concentration des remboursements sur les soins lourds, soins hospitaliers, affections de longue durée, et un désengagement massif des régimes obligatoires des soins courants. Vous connaissez tous les chiffres. Aujourd'hui, à peu près 50%, à peine plus, des dépenses courantes remboursées par les régimes obligatoires. Ça veut dire quoi? Tout simplement que sans couverture complémentaire, aujourd'hui, les Français ont de plus en plus de difficultés à accéder aux soins. Si on veut d'ailleurs le démontrer, il suffit de vérifier les taux de renoncement aux soins 2 fois plus élevés chez les Français qui ne disposent pas de complémentaires que chez les Français qui peuvent avoir accès à une couverture complémentaire. Donc on voit bien que sous cet effet, la nature même de notre système de protection sociale a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la couverture complémentaire est devenue un accessoire indispensable à l'accès aux soins. Je vais y revenir. Troisième caractéristique, l'organisation de l'offre. Et là, je n'ai pas besoin de développer, c'est un sujet que vous connaissez mieux que quiconque. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'offre sanitaire française a été organisée autour d'une offre qui fait la part belle
à l'hôpital au détriment de la médecine ambulatoire, aux sanitaires au détriment du médico-social, aux spécialités au détriment de la médecine généraliste, à la médecine spécialisée au détriment des soins de premier recours. Bref, je pourrais multiplier les exemples de ce type, mais on voit bien que reconquérir une organisation cohérente du système de soins nécessite d'investir très fortement dans une logique de parcours de soins organisés et qui partent effectivement du patient. Si j'insiste toujours là-dessus, c'est pourquoi? C'est parce que on ne prend pas suffisamment conscience que cette organisation, beaucoup plus implicite qu'explicite, est une rigidité terrible à la réforme des systèmes de santé. Parce qu'effectivement, quand on a un système dans lequel l'hôpital devient le filet de sécurité de tout notre système de santé, dans lequel l'hospitalisation, par exemple, des personnes âgées est évidemment une solution par défaut, faute d'une prise en charge appropriée aux besoins de cette population. On pourrait tenir le même raisonnement pour le handicap et dans beaucoup d'autres domaines. On se retrouve dans l'impossibilité de réformer l'hôpital parce que ce rôle de filet de sécurité est un rôle qui devient une sorte de justification sociale à une offre inadaptée. Et on se retrouve effectivement avec un frein terrible au développement des offres qui devraient être celles qui sont offertes à la population. Et donc quand on regarde ces trois caractéristiques, je crois qu'on a les éléments qui nous conduisent effectivement à analyser les domaines dans lesquels il faut qu'on fasse porter nos efforts pour essayer d'avancer. Alors, évidemment, quand je reste sur une vision très macroéconomique, très point de vue de Sirius, comme je viens de faire, on a l'impression qu'il est extrêmement difficile de trouver des leviers d'action. Ce qui est intéressant, c'est de se dire comment des acteurs associatifs du monde de l'économie solidaire, comme vous, comme nous, peuvent agir. Et moi, je dis toujours que l'étape de l'analyse générale est indispensable, mais elle est totalement inutile si on ne passe pas à la seconde étape, qui est de se dire, comme acteur, quels sont les leviers qui sont à notre disposition pour agir. Alors, je ne vais pas prétendre me mettre à votre place, je vais essayer de vous dire simplement quels sont ceux que la mutualité a identifiés pour elle. Et on voit bien que finalement, le même mode de raisonnement peut s'appliquer à vous, parce que nous sommes des acteurs qui avons énormément de points en commun. Vous conclurez votre journée tout à l'heure avec la présence du ministre de l'économie sociale. Ce n'est pas tout à fait un hasard si nous sommes aujourd'hui ensemble, si votre journée sera conclue de cette façon-là, c'est parce qu'on voit bien qu'il y a derrière ce qui nous réunit, quelque part, une logique qui montre que des acteurs de la société civile, mus par l'intérêt général, mus par une capacité d'innovation, de mobilisation, qui est celle des acteurs de la société civile, mais qui en même temps sont au service de l'intérêt général, peuvent apporter des solutions novatrices à un certain nombre de problèmes qui aujourd'hui se retrouvent sans perspective. Moi, j'ai souvent tendance à dire, et je commençais tout à l'heure mes propos en parlant des besoins de travail en commun, de contractualisation entre nos différents secteurs, qu'aujourd'hui, les modes de régulation nationale ont atteint leurs limites. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en matière de dépassement d'honoraires. On voit bien que c'est un petit peu le ver dans le fruit de la protection sociale, les dépassements d'honoraires. Quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, depuis 30 ans en matière d'optique, il n'y a jamais eu de déremboursement de l'assurance maladie obligatoire. Jamais. Il y a eu simplement, à un moment donné, un blocage des prix et une déconnexion des bases de remboursement par rapport au prix. Qu'est-ce que ça a fait ? Ça a conduit à rendre complètement marginale l'intervention des régimes obligatoires en matière de remboursement d'optique, puisque aujourd'hui, l'optique n'est plus remboursée que pour 4% des dépenses par les régimes obligatoires. Si on n'y prend pas garde, ce sera la même chose pour les dépassements d'honoraires demain, puisque en région parisienne, par exemple, pour certaines spécialités, les taux réels de remboursement sont tombés à 40%, alors que le taux théorique est de 70%. Et ce, de la façon
la plus dissimulée, la plus subreptice possible, parce que si on avait baissé les taux de 70 à 40, tout le monde aurait protesté, tout le monde serait dans la rue. Si on le fait de façon dissimulée, personne ne s'en aperçoit et on a effectivement un détricotage du système de protection sociale. Donc on voit bien que devant des situations comme celle-là, il faut trouver des réponses qui sont des réponses de terrain. Alors, la mutualité, et j'en conclurai par là, ça permettra peut-être d'ouvrir un certain nombre de perspectives et d'échanges rapides. Quelle est notre position? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas se passer, on peut le regretter d'ailleurs, mais on ne peut pas se passer aujourd'hui de l'intervention des complémentaires pour accéder aux soins. Pour autant, incontestablement, des régimes complémentaires sont moins solidaires dans leur intervention que des régimes obligatoires parce qu'ils sont sur une base moins large et par nature, ils ne sont pas obligatoires, donc la segmentation est plus grande. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut organiser l'intervention des complémentaires pour que les complémentaires, enfin, fassent leur métier. Et leur métier, ce n'est pas de rembourser des dépenses de santé sans s'interroger sur leur pertinence et leur coût, c'est d'organiser le parcours de soins, c'est d'organiser la prise en charge, c'est d'organiser l'offre, et c'est pour ça que la collaboration entre nous est aussi importante. Ce n'est pas de rembourser des dépenses sans s'interroger sur leur pertinence et leur utilité sociale, parce que ça, c'est un facteur inflationniste, c'est ce que nous avons fait pendant longtemps, et c'est une solution qui inévitablement conduit à l'impasse. Et on voit bien que derrière, les enjeux, c'est attention à la sélection des risques et à la segmentation des offres qui laissent sur le bord du chemin une partie de la population. C'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et attention à la logique qui consiste à dire on considère comme acquis l'offre telle qu'elle nous est proposée, on demande aux complémentaires de la rembourser sans qu'ils puissent jouer un rôle sur la façon dont il faut répondre à des besoins sociaux. On voit bien dit de façon un petit peu brutale, l'ensemble des chantiers que nous avons à travailler ensemble entre le mouvement associatif tel que vous le représentez, la mutualité telle que j'ai essayé de la définir, assureurs complémentaires, mouvement social, offreurs de soins également, réunis dans une grande famille qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc je suis pour ma part persuadé que nous avons énormément à faire ensemble. C'est pour ça que je voulais absolument répondre à votre invitation, que j'ai présenté de façon un petit peu inhabituelle ce que je considère comme être les grands enjeux de notre système de santé et la raison pour laquelle je suis persuadé que nous avons beaucoup à faire ensemble.